La pression monte pour les élèves de la Star Academy. Pour une fois, vous n'allez pas passer tout seul, mais en couple. J'ai vachement moins peur de passer la danse avec quelqu'un en fait. Tu ne casses pas la nuque. Après les évaluations, demain, 3 d'entre eux seront nominés pour l'élimination de samedi. Je vais essayer de faire mon possible pour ne pas la faire tomber. Tous doivent se surpasser. À l'école des stars, il n'y aura qu'un seul diplômé. Mais il faut que tu y mettes de la bonne volonté et que tu y crois. Retrouvez la Star Academy demain à 18h05 en direct sur TF1. 3 tonnes tu fais. Joyeux Noël au son des plus belles voix de Star Academy avec Bouygues Télécom. Sur TF1, retrouvez vos meilleurs amis avec Golden Lady. TF1 présente Parce qu'il y aura toujours des hommes avec les mousquetaires. On trouvait dommage que beaucoup de propriétaires de Terre-Neuve ne puissent pas savoir les capacités que leurs chiens ont. Donc on est là pour développer leur qualité innée, c'est-à-dire le sauvetage. Aujourd'hui, en fait, ils ont besoin d'un noyer. Je vais jouer le rôle de noyer. Nous faisons travailler les chiens avant tout pour l'amour du chien. C'est avant tout un plaisir, une complicité entre le maître et le chien. Alors t'as sauvé personne quoi. Allez, ça ne fonctionne pas à tous les coups malheureusement. Donc c'est pour ça que justement on fait des entraînements tels qu'on fait là. Je me suis noyée. Dans le futur, si le jour où notre chien viendrait à sauver un enfant ou un adulte, je pense que ça serait la plus belle des récompenses qu'on puisse avoir. Parce qu'il y aura toujours des hommes avec les mousquetaires. Bonsoir. Demain, défense d'entrée. Valérie Benaïm et Damien Givlet nous ouvrent les portes des endroits interdits au public. Défense d'entrée dans le quartier VIP d'une prison. Quels sont vraiment les avantages des personnalités emprisonnées? J'ai eu plein de copains d'enfance. Défense d'entrée dans la plus grande raffinerie d'or au monde. Plusieurs milliers de tonnes y sont enfermées. Je voudrais passer de l'argent à la frontière. Défense d'entrée dans la plus luxueuse maison close d'Europe. Les jeunes femmes travaillent sous haute sécurité. Encore une fois, il n'y a rien pour nous les femmes. Amanda Lear et Danny Boone sont les invités de Défense d'entrée demain à 20h50 sur TF1. Attention, défense d'entrée avec les couettes Toto. Bonsoir. Les coulisses de l'économie cette semaine ouvrent sur une industrie qui fait rêver, bien sûr, mais qui, depuis le début du mois de septembre, connaît bien des difficultés. Cette industrie, c'est celle du tourisme. Après les attentats du 11 septembre, le tourisme bouclait sa 3e année de croissance forte, rapide. Rien ne semblait pouvoir stopper ou même ralentir la formidable expansion de ce secteur où l'on trouve, bien sûr, les transporteurs, les voyagistes, les hôteliers, les clubs de vacances, bref, toute une chaîne d'activités qui doit représenter un chiffre d'affaires colossal. On parle de 500 milliards d'euros dans le monde, 3 000 milliards de francs. L'argent du tourisme, aujourd'hui, pèserait donc plus lourd que le budget de la France, 4e puissance économique. Et puis, le 11 septembre, tout s'est cassé, tout s'est brisé. Le réflexe de prudence, d'inquiétude, face aux menaces terroristes, a entraîné quantité d'annulations. Les hôtels, les avions se sont vidés. En Europe, le syndicat national des agents de voyage estime que cette profession aurait perdu le tiers de son activité, les annulations ayant affecté principalement l'Amérique du Nord et les pays du Maghreb, le Maroc, la Tunisie, ces pays étant des destinations privilégiées pour les Français, car elles avaient le plus profité de l'effet 35 heures, entre guillemets. Bref,
Tout le monde se demande si cette baisse de régime ne serait que le résultat d'un trou d'air, ou plus grave, annonciateur d'une évolution plus durable, plus profonde. Après tout, beaucoup d'Occidentaux découvrent aujourd'hui qu'il y a peut-être d'autres formes de loisirs que de monter dans un avion pour aller chercher le soleil loin de chez soi. C'est de tout cela dont nous allons parler avec un invité, grand témoin de l'actualité de la semaine, Jacques Maillot. Vous êtes archi connu, vous avez créé, animé le groupe Nouvelles Frontières pendant 35 ans, 34, 35 ans 35 ans. 35 ans, allons-y. Et puis l'an dernier, vous aviez accueilli un actionnaire allemand, Prosag. Vous pensiez cohabiter avec cet actionnaire. Et puis là, au mois de novembre, l'actionnaire vous a demandé de prendre du recul, si vous me permettez cette expression. Oui, c'est une expression très pudique. C'est une expression très pudique. D'autres vous auraient dit qu'ils vous ont carrément débarqué. Absolument. Voilà. C'est la réalité. On va parler de tout ça. Jacques Maillot, je voulais vous présenter nos chroniqueurs. Fabrice Collaro, qui fouine et qui recherche toute l'innovation technologique dans les arrière-boutiques des entreprises et puis tous les laboratoires. Cédric Ingrand, chroniqueur également sur LCI, notamment, qui lui surveille l'Internet 24 heures sur 24. Je sais que vous en êtes un pratiquant, pour ne pas dire un militant. Mais auparavant, un résumé de l'actualité de la semaine, les faits, les chiffres, qu'il fallait ne pas manquer pour comprendre un peu le monde où l'on vit. On y va, c'est parti. Fin de partie difficile en Afghanistan. Le nouveau pouvoir s'installe dans l'ancien fief des talibans. Le gouvernement provisoire de transition va donc prendre le pouvoir à Kaboul, après Kandahar, libéré vendredi. C'est Tora Bora qui restera sans doute comme l'ultime bataille de la guerre afghane. Sur le front de l'économie, c'est toujours l'incertitude conjoncturelle aux États-Unis. En Europe, c'est l'Allemagne qui souffre le plus. Mais c'est en France où la fièvre sociale des revendications catégorielles s'avère de plus en plus contagieuse. Le gouvernement a ouvert le guichet aux salariés du service public. Du coup, Bercy, Laurent Fabius en tête, s'inquiète sérieusement pour son équilibre budgétaire. Sur les marchés financiers, c'est la pause dans le rallye de fin d'année. À New York, prise de bénéfices depuis 3 jours. Sur le Nasdaq, le marché où sont cotées les valeurs technologiques, on cède également du terrain, comme en Europe, où Paris suit le mouvement de repli. Bien, Jacques Maillot, très rapidement, avant de rentrer dans le cœur de votre activité, qui est quand même le tourisme. Depuis le mois de septembre, le monde a été bouleversé par les attentats du World Trade Center. Et on s'est aperçu que tout ça avait quand même des modifications profondes. Quelle lecture avez-vous fait, vous, de ces événements? Oui, je trouve que votre présentation est excessive. Sur le fond, elle est exacte. Vous avez évoqué d'ailleurs une déclaration du syndicat national des agents de voyage. Je ne veux pas engager de polémique. Elle représente qu'une partie de la profession. Et quand on analyse depuis le 11 septembre, je dirais que les réservations sont en recul de 20%. Ce que vous avez dit concernant les États-Unis, il faudrait mettre à part New York. Et je dirais que les ventes pour New York commencent à reprendre. Oui, mais moi, non, mais attendez, on va rentrer dans le cœur de l'activité. Ce que vous avez dit sur les pays du Maghreb, c'est pas exact. Là, je m'excuse, il faut arrêter. Il y a beaucoup d'annulations concernant les entreprises, la clientèle de groupe, mais je peux vous dire que des destinations comme le Maroc et comme la Tunisie, elles résistent bien, elles résistent beaucoup mieux qu'au moment de la guerre du Golfe. Puis, deuxième remarque de fond, vous avez l'air de dire que ça risque d'être une tendance profonde à moyen terme. Qui peut modifier le comportement. Je ne le crois pas du tout. Non, je ne le crois pas. Mais attendez, mais là... Non, mais ce que je voulais, c'était votre sentiment sur ces événements. Vous qui avez parcouru le monde, vous qui avez créé Nouvelles Frontières sur une idée, sur une éthique de solidarité. Oui, tout à fait. Mais tout à fait. Quelle a été votre réaction? La réaction, justement, je pense que si on veut affirmer sa solidarité, il faut envoyer des touristes, des voyageurs en masse aux États-Unis, à New York. C'est, à mon avis, la meilleure démarche pour affirmer sa solidarité avec le peuple américain. Pour apprendre à se connaître. Absolument. Et je crois... Non, mais, alors, par contre, alors là, je ne crois pas du tout à cette tendance à moyen terme. Alors, c'est vrai qu'une certaine psychose par rapport à l'avion, mais je tiens à rappeler que c'est de loin le mode de transport le plus sûr, et on risque beaucoup plus en se rendant en taxi ou en autocar ou en scooter. En scooter, c'est encore pire. Parce que vous êtes un pratiquant du scooter. En scooter. Mais enfin, ça fait 35 ans que vous faites du scooter. Ça fait 35 ans. Oui, mais j'ai un petit scooter. Mais c'est vrai qu'un scooter, à mon avis, la nuit, mais vous avez raison, c'est beaucoup plus dangereux qu'en taxi, qu'en voiture et qu'en avion. L'avion est de loin le mode de transport le plus sûr. Mais c'est vrai que lorsqu'il y a un crash d'avion, c'est vraiment spectaculaire. Et comme le transport aérien est appelé à se développer, on arrivera à ce que dans 10 ans, il y ait 1 ou 2 crashs par semaine. Écoutez, ce qu'on a vécu, c'est quand même autre chose qu'un crash. C'est des crashs provoqués par des terroristes.
C'est pour ça qu'il fallait. Bon. Oui. Donc vous comprenez l'émotion et l'inquiétude que ça peut oui, mais est-ce que finalement, est-ce que le FBI, est-ce que la CIA a fait ce qu'il fallait? Nous, en France, on était... Non mais quand même, il faut quand même faire une analyse politique des événements. C'est ce que je vous demandais. Eh bien, c'est lié à la situation au Moyen-Orient. La première chose, il faut faire au plus vite la paix au Moyen-Orient. Et chaque fois qu'il y a la paix, c'est facteur de développement et c'est bon pour le tourisme. Et je dirais que nous, en Europe et en France, on a été bio aux attentats. Non, mais je suis assez dur. Les Américains rigolaient quand on avait le plan Vigipirate. Les responsables des aéroports américains rigolaient des mesures de sécurité qu'on prenait en France et en Europe. Et maintenant, ils font plus que nous. Je suis très serein. Je suis sûr que dans quelques mois, les Européens et les Français reprendront l'avion, iront aux États-Unis, iront à New York. Et le tourisme est vraiment une activité majeure sur le plan économique au niveau mondial. Alors, en plus, vous avez cité les chiffres mondiaux du tourisme. Il y a une déclaration récemment des dirigeants de l'Organisation mondiale du tourisme. C'est un secteur extrêmement réactif qui parfois touche le fond et rebondit très rapidement. Alors en attendant... Ça rebondit beaucoup plus vite que la sidérurgie, puisque vous avez parlé de Prossag. Alors, en attendant, l'un des premiers effets de la crise internationale a quand même porté, dans un premier temps, sur l'industrie touristique. Alors, surtout sur le transport aérien. Beaucoup plus que sur le tourisme. Les entreprises de tourisme, durement touchées, ont quand même vu se multiplier des annulations de voyages. Elles ont bénéficié aussi de transferts d'activité, parce que beaucoup de vacanciers se reportent sur des destinations moins risquées en matière de transport, et notamment les stations de sport d'hiver qui s'attendent à des records d'affluence pour les vacances de Noël. Reportage, Dominique Laurent. Rentrée désastreuse pour la plupart des voyagistes français dont les catalogues proposaient le rêve aux quatre coins du monde. En raison des événements, nombre de touristes ont annulé le voyage qu'ils prévoyaient de faire dans des pays devenus à risque. États-Unis, Grande-Bretagne, pays du Proche-Orient ou Maghreb. D'autres ont tout simplement craint d'emprunter des vols long courriers quels qu'ils soient. Seuls les voyageurs irréductibles ont simplement changé de destination. Il est vrai, d'autres destinations sont demandées. C'est le cas de la Grande Caraïbe. Je prends l'exemple de Cuba, des Antilles françaises, de la République dominicaine ou du Mexique. Donc nous avons encore des ventes aujourd'hui vers l'ensemble de ces destinations long courrier. Mais ce tour opérateur généraliste enregistre malgré tout une baisse de 30% de son activité et doit trouver des solutions. Je ne dirais pas que nous sommes en situation d'annuler de l'offre sur telle ou telle destination. Il s'agit, je pense, de la réduire et d'essayer de proposer de nouveaux produits. Je pense bien sûr à l'ensemble des destinations du bassin méditerranéen, de l'Union européenne, l'Espagne à titre d'exemple. L'Union européenne, la spécialité de cet autre voyagiste qui, depuis le 11 septembre, a vu, lui, son chiffre d'affaires croître de près de 30% et les réservations pour ses séjours à la neige augmenter de façon très importante. On le sent déjà au niveau aussi bien de la France que de l'Autriche, où nous sommes très présents au niveau des sports d'hiver et du ski. Et ça nous amène à sortir même une brochure spéciale hiver pour la partie des vacances de février pour promouvoir encore plus ces destinations de neige et de ski famille aussi. Les vacanciers européens deviennent moins globetrotters, les voyagistes vont devoir adapter leurs offres. Moins globetrotters, moins partisans de prendre l'avion, donc on irait aux sports d'hiver plus nombreux? Moins globetrotters, c'est vrai. Mais c'est déjà une tendance depuis quelques années. L'attitude du consommateur a évolué. Concernant les sports d'hiver, je pense qu'en effet, l'année 2002 va être une bonne saison. L'augmentation de 20%, je serai quand même très prudent. On fera le point au mois de mai. Alors par contre, il y a aussi des destinations qui résistent très bien. Comme l'a dit Cédric Pastour, le président de Look, ce qu'il dit est vrai. Il y a actuellement une tendance très forte vers les dom-toms, vers la zone Caraïbe, la République dominicaine, Cuba, il a aussi cité le Mexique, c'est tout à fait exact. C'est vrai d'ailleurs, au moment de la guerre du Golfe, faut rappeler que dans cette profession, on a l'habitude des chocs extrêmement importants. Depuis les chocs pétroliers, depuis le contrôle des changes. On a amorti le dernier choc de la guerre du Golfe, par exemple, on a mis beaucoup de temps. Vous avez mis beaucoup de temps à amortir. Eh bien, je dirais que là, la baisse, elle est moins importante qu'au moment de la guerre du Golfe. Alors là, on a une divergence. Jean-Marc, vous dites, ça va être durable.
Eh bien, moi, je ne le crois pas. Non, d'après un certain nombre d'économistes, ça peut entraîner durablement une modification dans les habitudes de Les économistes ne se trompent jamais. Ils se trompent souvent. Alors là, concernant les prévisions à la fois des économistes et des analystes, on peut en parler comme vous voulez. Dans l'actualité, on a appris la décision